Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez. Je venais de rentrer d'une longue matinée à la clinique quand j'ai senti quelque chose déplacé. La maison était silencieuse, trop silencieuse, comme si quelqu'un avait retenu son souffle. J'ai posé mon sac, j'ai avancé vers la cuisine et là, je me suis figée. Un cadenas. Un cadenas tout neuf, brillant, accroché sur mon réfrigérateur. Pendant une seconde, je n'ai pas compris ce que je voyais. Puis j'ai entendu sa voix derrière moi, calme, tranchante. « Ce frigo n'est pas pour toi, Madeleine. On a nos produits à nous. » Ma belle-fille, Sophie, passa devant moi sans même lever les yeux, comme si j'étais devenue transparente. Je la regardais tourner la clé dans la serrure, déposer la petite clé dorée dans sa poche, puis sourire comme si cela était parfaitement normal. Je n'ai rien dit, pas encore, mais une brûlure froide s'est installée dans ma poitrine. Puis, en refermant le placard, elle laissa tomber une feuille qu'elle tenta de ramasser trop vite. J'eus juste le temps d'apercevoir les mots « Évaluation de perte d'autonomie, dossier préliminaire ». Elle ne savait pas que je l'avais vu. Je sentais mes mains trembler, pas de peur, mais d'un pressentiment terrible. Je n'avais aucune idée à ce moment-là que ce cadenas allait déclencher une avalanche. Je n'imaginais pas encore que, quelques jours plus tard, des mots prononcés derrière une porte close allaient bouleverser ma vie, ni que la vérité que je découvrirais m'obligerait à devenir une femme que personne n'avait jamais vue. Mais cela, laissez-moi vous le raconter depuis le début. Car cette histoire ne commence pas avec un cadenas. Elle commence bien avant, à une époque où je croyais encore que la gentillesse suffisait. Je m'appelle Madeleine Royer, j'ai 68 ans. J'ai passé 40 années de ma vie à apprendre à des enfants à lire, à écrire, à se relever. J'ai enterré un mari que j'aimais, élevé 3 enfants seuls pendant des années difficiles. Et jamais, jamais je n'aurais pensé que le jour viendrait où l'on me ferait sentir étrangère dans ma propre maison. Et pourtant, ce jour-là, devant ce cadenas ridicule mais terriblement symbolique, je ne savais pas encore que tout allait basculer. Avant de vous dévoiler ma vengeance surprenante, vous pouvez vous abonner à la chaîne et aimer la vidéo pour m'inspirer pour les prochaines vidéos. Après l'épisode du cadenas, je suis montée dans ma chambre sans faire de bruit. Mes jambes me portaient à peine. Je n'étais pas fâchée, pas encore. J'étais surtout frappée par une sensation que je n'avais jamais ressentie dans ma propre maison, l'étrangeté. Je me suis assise sur le bord du lit. Le soleil de fin d'après-midi entrait en bande pâle à travers les rideaux, comme si la lumière hésitait elle aussi à s'installer ici. Je gardais en tête les mots aperçus sur la feuille que Sophie avait tenté de cacher. Évaluation de perte d'autonomie. Pourquoi préparer un dossier pareil? Pourquoi maintenant? Et surtout, pourquoi sans m'en parler? Je fixais le mur, mais ce n'était pas le mur que je voyais. C'étaient les 3 dernières années, l'une après l'autre, qui se déroulaient comme un film lent et pesant. Quand Lucas et Sophie avaient décidé de s'installer le temps de se remettre, j'avais pensé que ce serait quelques semaines, peut-être un mois. Il venait de perdre son emploi, elle parlait d'un nouveau projet professionnel. J'avais dit oui sans réfléchir, un réflexe de mère, un cœur de mère. Et puis, peu à peu, le temps de se remettre était devenu la normalité. Les meubles avaient changé de place, certaines de mes affaires avaient disparu, d'autres avaient été rangées ailleurs. Les dimanches autrefois bruyants s'étaient transformés en journées silencieuses. Même l'odeur de la maison avait changé, plus froide, plus neutre, moins mienne. Je n'avais rien dit. Parce que je pensais que c'était ça, vivre ensemble, parce que je pensais que le silence évitait les conflits, parce que je croyais encore que l'amour familial suffisait à faire tenir les murs. Je me trompais. 1 heure passa, je n'avais pas bougé. Puis, j'ai entendu des pas dans le couloir. « Maman ?» La voix de Lucas, douce mais lointaine, comme s'il parlait à quelqu'un qu'il ne savait plus comment approcher. Il est entré en ouvrant à peine la porte. Ses yeux évitaient les miens, comme depuis quelques mois déjà. Il m'a demandé, d'un ton trop léger pour être naturel, « Tout va bien? Sophie m'a dit que tu t'étais reposée. » Reposée. Un mot banal, mais placé ici, il sonnait faux. Trop faux. J'ai voulu lui parler du cadenas, de la feuille, de ce que j'avais vu, mais quelque chose dans son regard m'a retenue. Il n'avait pas l'air inquiet. Il avait l'air fatigué, ou peut-être accablé. Je lui ai simplement répondu « Oui, Lucas, je vais bien. »
Il a hoché la tête comme si c'était la réponse qu'il attendait, puis il a refermé la porte. Le silence est retombé. Et dans ce silence, je me suis demandé depuis quand mon propre fils craignait d'être entre moi et la vérité. Je regardais mes mains posées sur mes genoux, elles tremblaient encore. Ce petit cadenas, cette petite clé dans la poche de Sophie, ce mot « autonomie » écrit en lettres administratives. Une intuition s'est glissée en moi, glaciale et tenace. On ne voulait plus seulement réorganiser ma maison, on commençait à réorganiser ma vie. Je n'avais pas encore toutes les réponses, mais une chose était sûre. Ce cadenas n'était pas un simple cadenas, c'était un message. Et il était temps que je commence, moi aussi, à lire entre les lignes. Quand je suis redescendue enfin au rez-de-chaussée, un peu plus tard, j'ai remarqué que la lumière du salon était allumée. Le murmure discret d'une musique que je ne connaissais pas se glissait dans le couloir. Sophie aimait cette ambiance, ce côté maison moderne où tout devait être lisse, contrôlé, sans aucun rappel de la vie qui s'y trouvait avant elle. Je me suis approchée lentement. Je n'avais pas faim, pas soif. J'avais seulement besoin de comprendre ce qui se passait dans cette maison qui portait encore le nom de mon mari sur l'acte de propriété. Lorsque je suis entrée dans le salon, Sophie était en train de dresser la table pour deux. 2 assiettes, 2 verres, 2 sets de table gris anthracite qu'elle avait achetés pour une ambiance plus jeune. Elle a levé la tête à peine quand elle m'a vue. « Oh, tu es là, je pensais que tu allais te reposer encore. » Sa voix était douce, mais son ton avait cette froideur polie qui vous rappelle que vous êtes sans trop. Je suis restée immobile quelques secondes. « Vous dînez tôt ce soir ?» ai-je simplement demandé. Sophie a pris une petite seconde avant de répondre, le temps d'ajuster parfaitement son verre. « Oui, on a commandé quelque chose. Lucas ne veut pas manger trop tard. » Elle disait « on », comme si je n'existais pas, comme si j'étais devenue une présence fantôme dans ma propre maison. Je regardais la table. « Je peux vous aider ?» Elle posa son torchon, sourit, un sourire impeccable, mécanique. « Oh, non, merci, c'est juste pour nous deux. Tu peux manger plus tard dans la cuisine. Je t'ai laissé une assiette. » Une assiette, pas un repas, pas une invitation, une assiette. À cet instant, quelque chose s'est déplacé en moi. Un cliquetis, discret mais brutal, comme si une pièce manquante se remettait enfin en place. Je n'ai rien dit. Pas un mot, j'ai simplement hoché la tête. Je me suis tournée pour aller dans la cuisine quand j'ai entendu Sophie dire, presque pour elle-même, « Ce serait plus simple si… Enfin, peu importe. » Je me suis arrêtée. « Plus simple si quoi ?» Elle n'a pas répondu tout de suite, puis elle a attiré une mèche de cheveux derrière son oreille, comme si ce geste pouvait camoufler tout ce qu'elle pensait réellement. « Rien, laisse tomber. » Mais son regard disait tout autre chose, un regard mi-distrait, mi-calculateur, le même regard qu'elle avait eu le jour où elles avaient réorganisé mes placards sans me demander. Je suis entrée dans la cuisine, c'est là que je l'ai vue. Mon petit pot de confiture maison, celle que je fais chaque été avec les prunes de jardin, avait disparu de l'étagère. À sa place, une étiquette propre, collée de travers, « Produit privé, ne pas toucher ». Je me suis accrochée au plan de travail, pas parce que j'étais faible, parce que je sentais un déplacement intérieur, un glissement. Une maison n'est pas que des murs, c'est une mémoire, un rythme, une liberté. Et petit à petit, ces choses glissaient entre mes doigts. J'ai ouvert le placard du haut. Les tasses de mon mari, celles qu'on avait achetées lors de notre premier voyage à Annecy, avaient disparu, remplacées par des mugs minimalistes. Un détail, un tout petit détail, mais toujours ce même fil tiré, tiré, tiré. Je suis revenue vers le salon, silencieuse. Lucas venait d'arriver. Il portait un sac de papier avec un logo de restaurant. « Parfait, tu es là !» dit Sophie en s'approchant de lui pour prendre le sac. Lucas m'a vue, et je l'ai vu hésiter. Une hésitation légère, presque imperceptible, mais réelle. « Maman, tu as mangé ?» demanda-t-il finalement. C'était une question simple, banale, mais elle trahissait quelque chose d'autre. Il savait que je n'étais pas invitée à leur dîner. Sophie coupa la scène d'un ton trop vif. « On lui a laissé une assiette dans la cuisine, on dîne tôt ce soir, Lucas. Tu te souviens ?» Lucas baissa les yeux. Et c'est ce geste-là, cette baisse de regard, qui m'a fait plus mal que tout le reste. Pas le cadenas, pas la table mise pour deux, pas le mot privé sur mes propres confitures. Non,
C'était le fait que mon fils n'osait plus me regarder droit dans les yeux. « Oui, d'accord », dit-il simplement. La conversation s'éteignit sèchement. Je suis retournée dans la cuisine. J'ai pris l'assiette qu'on m'avait laissée. Des restes, pas un repas préparé pour moi, juste ce qu'on avait mis de côté. Je me suis assise à la petite table, celle que je n'avais jamais utilisée pour dîner avant leur arrivée. De l'autre côté du mur, j'entendais leur voix, étouffée, rythmée, normale, la fourchette de Sophie contre l'assiette. Le rire léger de Lucas, un rire qui m'appartenait autrefois. Je me suis sentie vieille, pas par l'âge, par la façon dont on me mettait lentement à la marge. Je n'étais pas fâchée, je n'étais pas jalouse, j'étais déplacée. Après le dîner, j'ai voulu ranger la cuisine. Le dishwasher était déjà en marche. Mes gestes étaient automatiques, habituels. J'ai ouvert la poubelle pour jeter un petit papier et j'ai vu dedans quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Un cadre photo. Mon cadre photo. La photo de moi, Lucas et son père, prise lors de son premier jour d'école. Jetée. Comme si elle n'avait aucune valeur. Comme si l'histoire de cette maison pouvait être effacée pour faire place nette. Je l'ai ramassée. Le verre était fendu. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié, mais quelque chose s'est solidifié en moi, une sorte de résolution froide, une force que j'avais oubliée depuis longtemps. Je suis remontée dans ma chambre. J'ai posé le cadre brisé sur ma table de chevet, et en le regardant, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Ce qui se passait n'était pas un hasard, ce n'était pas de la maladresse, c'était une prise de territoire, progressive, calculée. Et si je ne faisais rien, bientôt il ne resterait plus de place pour moi dans cette maison. Je me suis assise, le dos droit, les mains posées l'une sur l'autre. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis dit « Il faut que j'agisse, maintenant ». Cette nuit-là, je dormis mal, très mal. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le cadenas, le cadre brisé, l'assiette isolée, la feuille parlant d'autonomie réduite. Ce n'était plus de simple maladresse. Quelque chose sous la surface se préparait. Au petit matin, je me suis levée avant tout le monde. J'ai pris un cahier vierge dans un des tiroirs de mon vieux secrétaire, un cahier à couverture bleue, celui que j'utilisais autrefois pour noter mes idées de classe. Je l'ai ouvert à la première page et j'ai écrit en haut d'une écriture nette « Compte exact de la maison, avril ». Je n'avais jamais fait ça avant. Je faisais confiance, mais la confiance, je m'en rendais compte, n'avait plus de place ici. J'ai noté électricité 214 €, eau 82 €, gaz 117 €, courses 632 €, internet 79 €. Taxe 780 €. Puis j'ai noté, en dessous, contribution de Lucas et Sophie, 0 €. Je suis restée un moment immobile face à ces chiffres. La vérité, mise à nu, avait un goût amer. Amer, mais utile. Je savais que si je devais comprendre ce qui se tramait, il me faudrait plus que des intuitions. Il me faudrait des faits, des preuves, des dates. J'ai laissé le cahier ouvert sur mon bureau et je suis descendue dans la cuisine. La maison était encore plongée dans ce silence lourd qui précède les tensions. Le cadenas brillait sur le frigo comme un rappel humiliant de la veille. J'ai senti une présence derrière moi, Claire. Elle m'attendait avec un sac à la main. « Tu m'avais demandé de passer tôt. Qu'est-ce qui se passe, Madeleine ?» Je lui ai raconté tout, du cadenas, du cadre dans la poubelle, du document aperçu, du regard de Lucas. Claire fronça les sourcils. « Madeleine, tu dois te protéger. Je ne reconnais plus Sophie depuis des mois. » Elle sortit quelque chose de son sac, un petit boîtier noir, à peine plus grand qu'un dé à coudre. C'est un micro discret, légal si tu l'utilises chez toi. Tu le glisses dans ta poche ou tu le poses près de toi. Ça enregistre tout ce qui est dit autour. L'objet me parut minuscule par rapport à l'ampleur de ce que je ressentais, mais je l'ai pris. Une part de moi mourait à l'idée d'en arriver là. Une autre se réveillait enfin. Claire m'avait à configurer le petit appareil. La diode s'alluma en rouge. Voilà, à partir de maintenant, tu n'es plus seule. Je lui ai serré la main plus longtemps que d'habitude. Après son départ, je suis montée dans ma chambre, j'ai rangé le micro dans la poche intérieure de mon gilet et j'ai posé la main sur le cahier bleu. Je savais ce que je devais faire, même si cela me brisait le cœur. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait défiler les noms, hésitant.
Puis j'ai appuyé. « Maître Perrin, c'est Madeleine Royer. Je suis désolée de vous appeler sans prévenir. J'aurais besoin d'un rendez-vous. Très bientôt. » Sa réponse arriva avec la même chaleur qu'autrefois dans sa salle de classe. « Pour vous, Madeleine, je suis disponible quand vous le souhaitez. Demain matin, 9 heures. » Demain, c'était parfait. Je raccrochais. Puis je descendis au salon. Je voulais préparer un café, mais lorsque j'ouvris le tiroir où je rangeais habituellement mes sachets, je découvris un document plié en 3, posé là comme par accident, ou peut-être par intention. Autorisation bancaire, accès au compte. Au bas de la page, mon nom y figurait déjà, pré-rempli. Au-dessus, une ligne vide pour ma signature. Je sentis mon estomac se nouer. Au même moment, Sophie entra, un sourire trop calme pour être innocent. « Oh, tu as trouvé le papier? Je l'ai laissé là exprès. C'est juste pour faciliter certaines démarches, rien d'important. » Je n'ai rien répondu. Elle s'approcha d'un ton trop léger. « Tu peux signer là, comme ça, si un jour tu as besoin qu'on t'aide pour les factures, tout sera plus simple. » Plus simple, toujours ce mot. Je tenais le document entre mes doigts, le papier tremblait légèrement, ou peut-être était-ce ma main. « Je vais le lire tranquillement, » ai-je dit. Elle insista. « Vraiment, ce n'est rien, on veut juste t'aider. » Le micro dans ma poche enregistrait chaque syllabe. J'ai plié calmement le papier, je l'ai glissé dans mon cahier bleu et j'ai relevé les yeux. Je préfère prendre mon temps. Un éclair de contrariété passa dans son regard. Un éclair si fugace qu'elle pensa sûrement que je ne l'avais pas vu. Mais je l'avais vu. Elle quitta la pièce d'un pas sec. Je restai là, seule, avec la feuille dans mon cahier, la diode rouge du micro clignotant doucement contre ma poitrine. Je savais, à cet instant précis, que quelque chose venait de basculer. Pas à cause du cadenas, pas à cause de l'assiette pour un, pas même à cause du cadre jeté, mais à cause de ce document, de ce ton faux, de ce besoin soudain, urgent, étrange que je signe. Je suis remontée dans ma chambre, j'ai posé mon cahier bleu sur mon lit et j'ai regardé par la fenêtre. Le jardin où mon mari avait planté ses rosiers me paraissait lointain, comme si quelqu'un avait étiré le temps entre moi et ce que j'étais avant. Alors, j'ai murmuré, presque sans m'entendre, « Si je ne me protège pas, personne ne le fera à ma place. » Ce n'était pas une menace, ni une décision claire, c'était un début. Le début de quelque chose que, moi-même, je n'avais pas encore la force d'imaginer. Mais l'idée était là, petite, silencieuse, tenace. Un plan, un vrai, le mien, et il venait tout juste de naître. Le lendemain, je me levai encore plus tôt que d'habitude. La maison dormait encore, étouffée dans un silence étrange. J'ai descendu les escaliers en prenant soin d'éviter les marches qui grinçaient, une habitude que j'avais oubliée depuis longtemps, mais qui me revenait soudain comme un réflexe d'autodéfense. Je devais commencer quelque part. J'ai sorti mon cahier bleu, posé sur la table de la cuisine, et j'ai ouvert le tiroir où Sophie rangeait les documents administratifs. Un dossier en plastique transparent traînait là, comme si quelqu'un l'avait consulté récemment. À l'intérieur, factures de gaz, d'électricité, avis d'échéance, toutes à mon nom. Je les ai étalées une par une sur la table. La lumière du matin les faisait briller comme des avertissements silencieux. Chaque ligne disait la même chose. Je payais tout. Et eux, rien. J'ai sorti mon téléphone. Photo, photo, photo. Chaque facture, chaque montant, chaque date, des preuves. Pas pour accuser, mais pour ne plus être dans le doute. Puis j'ai ouvert le tiroir du meuble à chaussures. Là, derrière une pile de vieux magazines, j'ai trouvé quelque chose d'autre. Un relevé bancaire de Lucas. Je ne l'ai pas ouvert. Pas par morale, par prudence. J'ai seulement pris une photo de l'enveloppe encore scellée, au cas où elle-même deviendrait une pièce à conviction. On ne sait jamais ce qu'une enveloppe fermée peut révéler une fois ouverte par la mauvaise personne. Je rangeais tout soigneusement, puis je sortis de la cuisine. J'avais une autre étape à accomplir. La veille, Maître Perrin m'avait répété au téléphone ce que j'avais lu 1000 fois sur les brochures de prévention. « Dans votre propre maison, enregistrer est légal ». Les mots avaient résonné comme une permission que je n'aurais jamais imaginé réclamer un jour dans ma vie. J'ai pris une petite boîte blanche cachée dans mon armoire, un mini-appareil que Claire m'avait donné l'année précédente pour filtrer les colis devant la porte. Je n'y avais jamais vraiment prêté attention. Maintenant, il prenait un sens nouveau. Je l'ai posé discrètement au-dessus de la porte de la cuisine, tournée légèrement vers le salon.
Juste assez pour voir, pas assez pour attirer l'œil. Un cliquetis. L'appareil s'alluma. La diode devint bleue, en marche. Je respirai profondément. Je n'avais jamais pensé vivre un jour où installer une caméra dans ma propre maison deviendrait nécessaire. J'étais en train de replacer un tabouret quand une voix fluette m'a fait sursauter. « Mamie, pourquoi tu mets ça là ?» C'était Louise, la fille d'Amélie, arrivée plus tôt que prévu avec son père. Je me suis tournée vers elle, le cœur battant. « C'est pour surveiller le jardin, ma chérie. Les chats du quartier viennent gratter les pots de fleurs. » Elle m'a regardée avec l'air concentré des enfants qui savent qu'on ne leur dit qu'une partie de la vérité. Puis, très naturellement, elle s'est approchée de moi et m'a soufflé comme un secret. « Tati Sophie, elle dit que tu vas partir bientôt, qu'il faudra faire de la place. » Le monde s'est arrêté un instant, même l'air semble s'être figé autour de nous. « Elle t'a dit ça ?» ai-je murmuré. Louise hocha la tête, sûre d'elle, puis repartit en courant vers le salon pour montrer son dessin à son grand-père. Je suis restée plantée là, incapable de bouger. Faire de la place, ces mots tournaient en boucle dans ma tête. Je me suis assise à la table, mes mains tremblaient un peu. Mais cette fois, ce n'était pas de peur, c'était de lucidité. Lorsque Sophie est entrée dans la cuisine un peu plus tard, elle a immédiatement senti quelque chose d'étrange. Elle m'a observée avec ce regard qui scanne tout, les gestes, la posture, l'atmosphère. « Tu as l'air occupée ce matin ?» Sa voix était neutre, trop neutre. « Je range », ai-je répondu. Elle a plissé les yeux une seconde avant de se détourner vers le frigo. Elle a passé sa main sur le cadenas comme elle caresse une chose précieuse. « Tu sais, Madeleine, parfois il faut accepter qu'on ne gère plus tout soi-même. C'est normal à ton âge. » Elle ne me regardait pas. Elle disait ça comme si elle parlait d'un détail sans importance. Je sentis le micro dans ma poche. J'entendis presque la diode rouge s'allumer dans ma tête. Chaque mot comptait désormais. Je rangeais lentement le cahier bleu dans mon tiroir. Je faisais tout pour sembler calme. Mais à l'intérieur, quelque chose se dressait, droit, solide, clair. Sophie s'approcha de moi pour attraper une assiette. Ses doigts frôlèrent mon épaule, un geste qui ressemblait à une attention, mais n'en était pas une. « Lucas et moi, on fera ce qu'il faut pour que tout se passe bien. Tu n'as qu'à nous faire confiance. » Je relevai les yeux. Dans les miens, une lumière nouvelle. Dans les siens, une inquiétude subtile, presque invisible. Ce fut la première fois que je la vis douter. Très peu, mais assez pour comprendre qu'elle commençait, elle aussi, à sentir que la partie changeait. Ce matin-là, je continuais à prendre des photos, à noter les dépenses, à enregistrer quelques phrases. Tout ce que je faisais semblait ordinaire, sauf que rien ne l'était vraiment. Parce que ce jour-là, je n'étais plus seulement la femme qui subissait. Je devenais la femme qui observait, la femme qui notait, la femme qui se préparait. Et même si Sophie ne le savait pas encore, j'avais déjà fait mon premier pas vers la vérité. Le surlendemain, l'atmosphère dans la maison avait changé. Pas brusquement, pas violemment, mais comme une pièce qui se refroidit sans qu'on ouvre la fenêtre. L'air devenait plus lourd, plus dense, plus chargé de choses qu'on ne disait pas. Lucas rentrait tard, très tard. Parfois, je n'entendais même pas la porte d'entrée. Seulement ses pas discrets dans l'escalier, puis le murmure étouffé de sa porte qui se refermait. Il ne passait plus par la cuisine. Ou alors il faisait exprès de venir quand je n'y étais pas. Je le connaissais assez pour comprendre. Quelqu'un lui demandait d'éviter les confrontations. Je n'ai rien dit, mais chaque détail s'ajoutait aux preuves que je notais dans mon cahier bleu. Ce mercredi-là, alors que je préparais une tisane, j'ai entendu des bruits dans le salon. Sophie parlait au téléphone. Sa voix était basse, mais chaque syllabe avait ce tranchant particulier des phrases faites pour exclure. « Oui, je sais, mais elle ne comprend plus certaines choses, c'est compliqué. » Je suis restée immobile derrière le mur. 1 seconde, 2 secondes. Le micro dans ma poche captait tout. Puis, sans prévenir, elle est entrée dans la cuisine. Elle s'est arrêtée net en me voyant. « Ah, tu es là !» Ni surprise, ni gêne, juste ce ton neutre qui veut dire « tu n'aurais pas dû entendre ». Elle s'approcha du plan de travail. Ses gestes étaient secs, précis, comme quelqu'un qui veut reprendre le contrôle très vite. Puis, sans même me regarder, « Tu prends trop de place ici, Madeleine. On ne peut pas continuer comme ça. » Cette phrase, simple, tranchante, tomba au milieu de la pièce comme une pierre dans l'eau.
Elle ne criait pas, elle ne s'énervait pas, elle disait ça comme une vérité objective, comme une règle d'organisation. Je levai simplement les yeux vers elle. Trop de place, dans ma propre maison? Elle haussa les épaules. Ce n'est qu'une question de fonctionnement. Tout le monde y gagnerait si on réorganisait un peu les choses. Réorganiser, toujours ce mot. Je n'ai pas répondu. Rien que le silence suffit à la déstabiliser. Elle repartit dans le salon en serrant les dents. Et moi, je sentais que quelque chose venait d'être franchi. Une limite, une barrière, un interdit. Plus tard dans la journée, Lucas oublia son ordinateur portable ouvert dans le salon. L'écran brillait encore, affichant une page d'accueil d'email. Je n'aurais pas dû regarder, mais mes yeux ont été attirés par une ligne en gras, tout en haut. Transmission du dossier d'évaluation cognitive pour validation. Mon cœur s'est arrêté. Je me suis approchée lentement. Je n'ai pas ouvert le mail. Je ne voulais pas franchir cette frontière-là. Mais j'ai lu les premières lignes visibles dans l'aperçu. Madame Royer, trouble de mémoire présumé, recommandation pour suivi psychocognitif, document à compléter par l'aidant principal. Aidant principal. Ce rôle-là, dans leur tête, n'était déjà plus moi. Je refermais l'ordinateur avec précaution, mais mes mains tremblaient. Il préparait quelque chose, et il le préparait depuis longtemps. En fin d'après-midi, je rangeais des serviettes dans le couloir quand j'ai entendu un bruit étouffé dans la chambre de Lucas. J'ai frappé doucement. « Lucas ?» Un long silence, puis une réponse étranglée. « Maman, pas maintenant. » Sa voix n'était pas dure, elle était fuyante, comme celle d'un enfant qui évite une vérité trop lourde. J'ai posé ma main contre la porte. « Je veux juste te parler. » Silence, encore, puis des pas qui reculent, comme s'ils s'éloignaient pour ne pas avoir à entendre ma respiration de l'autre côté. J'ai laissé la serviette sur le meuble et je suis descendue. Ce soir-là, j'ai décidé d'aller chercher l'air dehors. Le jardin de mon mari m'appelait, même si les rosiers étaient moins brillants qu'avant. J'ouvris la porte-fenêtre, et là, sur le banc près du pot de géranium, je remarquai quelque chose qui ne m'appartenait pas. Une enveloppe blanche adressée à Lucas, du Crédit du Rhône. Je ne l'ai pas ouverte, mais elle était lourde, et quelque chose en moi m'a poussé à consulter discrètement les relevés de dépenses laissés dans la poubelle du bureau, un simple réflexe de rangement qui s'est transformé en découverte. Une série de paiements identiques, tous les mois, exactement 6 000 €, à un établissement nommé Luxe Auto Genève, ligne après ligne, mois après mois. J'ai eu un choc. Ce n'étaient pas des dépenses accidentelles, c'était un engagement financier colossal, régulier, soigneusement caché. J'ai continué à lire les relevés froissés. Tous étaient à son nom, mais les signatures, les choix, les dates, tout indiquait la même chose. Ce n'était pas Lucas qui avait initié ces paiements, c'était Sophie. Et cette somme, 6 000 € par mois, c'était plus que mon ancienne pension complète. Je me suis assise sur le banc du jardin, l'enveloppe dans une main, les relevés dans l'autre. Le ciel devenait bleu nuit. La maison, derrière moi, semblait vivante, comme si elle m'observait aussi. Les chiffres tournaient dans ma tête. L'email, les mots de Louise, le cadenas, le document pré-rempli. Et soudain, comme une évidence glaciale, ce qu'il voulait n'était pas seulement me mettre à l'écart, il voulait me remplacer. Et pour ça, il fallait effacer la propriétaire, effacer la mère, effacer la mémoire. Je suis restée là, longtemps, sans bouger. Puis j'ai murmuré, sans même m'en rendre compte. Ils pensent que je suis fragile, mais ils n'ont aucune idée de ce qu'une femme de mon âge peut comprendre en silence. Et mon plan, celui qui avait commencé dans le cahier bleu, devint soudain beaucoup plus clair, beaucoup plus vaste, beaucoup plus dangereux pour eux que pour moi. Cette nuit-là, je ne dormis presque pas. Je restais allongée dans le noir, le cœur battant, doucement mais lourd, traversée par cette certitude glaciale que ce que j'avais découvert n'était que la surface, juste la première fissure. Et que derrière, il y avait peut-être un mur entier prêt à s'effondrer. À 5 heures du matin, alors que la maison était encore plongée dans une obscurité bleutée, je me suis levée. Je savais exactement où je devais aller. Je suis entrée dans l'armoire du couloir, là où je rangeais les boîtes anciennes, celles qui avaient traversé 3 générations.
J'ai tendu la main vers une caisse poussiéreuse en bois de merisier avec un petit loquet terni. La boîte que ma mère m'avait donnée 1 an avant sa mort. Je l'ai posée sur mon lit. Mes mains tremblaient légèrement, mais d'une façon différente cette fois. Non pas de peur, mais d'anticipation. Quand j'ai ouvert le couvercle, l'odeur du vieux papier s'est libérée, mêlée à une senteur de lavande que ma mère glissait toujours entre les documents importants. Tout était encore là. L'acte de propriété, en mon nom, uniquement le mien. Je l'ai déplié lentement. Les signatures, les dates, les cachets officiels. Ce document n'avait pas besoin d'explication. Il parlait par lui-même. Et s'il y avait une chose que Sophie ignorait ou préférait oublier, c'était bien celle-là. Je n'étais pas une invitée. J'étais la propriétaire. Sous l'acte, il y avait le testament que j'avais rédigé après la mort de mon mari. Je n'avais pas osé l'ouvrir depuis des années. Mais cette fois, c'était nécessaire. Les noms y étaient écrits noir sur blanc. Lucas, Amélie, Charlotte, à parts égales. Aucune mention de Sophie. J'ai fermé les yeux un instant. Je n'avais jamais imaginé qu'un simple bout de papier deviendrait une arme essentielle dans ma propre maison. Et puis, tout au fond de la boîte, j'ai trouvé ce que j'avais presque oublié. Une petite clé USB bleue rangée dans une pochette en tissu. La dernière vidéo que mon mari avait enregistrée la veille de son hospitalisation. J'ai branché la clé à mon ordinateur. L'écran s'est éclairé et soudain, sa voix a rempli la pièce. « Ma Madeleine, si tu regardes cette vidéo, c'est que je ne suis plus là. Je veux que tu te souviennes de quelque chose. Cette maison, nous l'avons bâtie ensemble. Tu as tout donné pour cette famille. Ne laisse jamais personne te faire croire que tu n'as pas ta place ici. » Je me suis couverte la bouche pour ne pas laisser échapper un sanglot. Il n'y avait rien de stratégique dans cette vidéo, rien de juridique, rien d'administratif. Seulement l'amour d'un homme qui me rappelait la réalité que j'avais oubliée. J'avais le droit d'être ici, le droit d'être respectée. Je laissais la vidéo tourner encore 1 minute, juste pour entendre sa respiration, son sourire entre les phrases. Puis, je refermais doucement l'ordinateur. Vers 10 heures, Sophie est partie faire des courses. Je savais qu'elle avait pris la voiture, celle qui demandait ses paiements colossaux chaque mois. Quand la porte se referma derrière elle, le silence retombait comme un rideau de scène. Je profitais de ce moment. J'allais dans la cuisine et consultais la petite caméra que j'avais installée. Je pensais n'y trouver que des bribes de conversation, quelques remarques déplacées peut-être. Mais la réalité fut tout autre. En revenant dans le salon, Sophie ne s'était pas contentée de parler à voix basse. Elle avait reçu une visite. La caméra avait enregistré tout. On la voyait entrer avec une amie, une femme blonde que j'avais déjà croisée 2 fois. Elle s'était assise sur le canapé. Puis, très naturellement, « Alors, vous en êtes où avec la maison ?» demanda l'amie. Sophie se pencha vers elle, un sourire satisfait aux lèvres. « Dans 3 mois, la maison sera à nous, je te l'avais dit. » Elle décline doucement et Lucas commence à comprendre qu'on ne peut plus vivre comme ça. Mon sang s'est glacé. Dans 3 mois, un plan, un calendrier, une certitude. Et puis, pire encore, l'évaluation médicale sera prête bientôt. Avec ça, on pourra justifier qu'elle ne peut plus gérer seule. Respirer devenait difficile. Cette fois, ce n'était plus de la manipulation subtile. Ce n'était plus un simple manque de respect. C'était un projet pour me déposséder, un projet pour me faire taire. J'ai pris mon ordinateur, téléchargé la vidéo en 3 copies. Une sur mon disque dur, une dans le cloud, une sur une clé USB que j'ai rangée dans le tiroir de la salle de bain. Le seul endroit où Sophie ne mettait jamais les pieds. Dans l'après-midi, Claire passa me voir pour m'apporter un panier de légumes de son jardin. Elle avait cet air attentif qu'elle réservait aux moments sérieux. « Tu vas bien? Tu as l'air pâle. » Je lui ai tout raconté, la boîte, la vidéo, la conversation enregistrée. Claire serra les lèvres. « Tu veux entendre quelque chose? » Elle sortit son téléphone, ouvrit une note vocale. C'était la voix de Sophie. Cette vieille femme se croit encore chez elle. 3 semaines, Claire, 3 semaines et elle sera hors des décisions. Après, ce sera plus facile. Je n'aurais jamais cru pouvoir ressentir à la fois la colère, la tristesse et la lucidité dans la même seconde.
Claire posa une main sur mon bras. « Madeleine, je crois que tu n'as plus le choix. Il va falloir te protéger vraiment. » J'ai hoché la tête, pas parce que j'étais prête, mais parce que je n'avais plus le luxe de ne pas l'être. Ce soir-là, je suis restée longtemps assise dans mon lit, la boîte de ma mère ouverte devant moi, les documents étalés comme les pièces d'un puzzle. Il n'y avait plus de doute. Ce n'était plus une impression, ce n'était plus de la paranoïa, ce n'était plus un malentendu. C'était une stratégie contre moi. Et j'avais entre les mains tout ce qu'il fallait pour détruire leur plan. J'ai fermé la boîte, l'ai glissée sous mon lit et j'ai murmuré. « Très bien, Sophie, tu veux jouer ? On va jouer, mais tu ne me connais pas encore. » Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas sentie vieille. Ni fragile, ni invisible, je me suis sentie prête. Le samedi suivant, je me suis réveillée avec une étrange sensation de calme. Un calme froid, précis, presque chirurgical. Comme si mon esprit s'était enfin aligné avec ce que mon cœur refusait de voir depuis trop longtemps. Cette journée serait décisive. Je le savais. Je ne pouvais plus reculer. J'ai mis ma blouse bleue, celle que mon mari aimait tant, et j'ai relevé les cheveux comme je le faisais les jours importants de ma carrière d'enseignante. Quand on doit affronter une classe difficile, on ne se présente pas hésitante, on se présente en femme solide. À 9h30, la sonnette retentit. Par vagues successives, ma famille entra dans le salon. D'abord Amélie et son mari, suivis de Charlotte avec ses 2 enfants. Puis Claire, le visage fermé, déterminée. Enfin, un peu après, maître Olivier Perrin, accompagné d'un homme en costume sombre que je n'avais encore jamais vu. « Monsieur le maire, notaire », précisa-t-il en me saluant. Je ressentis alors un soutien silencieux. Une colonne invisible se formait autour de moi. Quand tout le monde fut installé, le salon paraissait trop petit. L'air tendu, prêt à imploser. J'ai regardé ma montre, 9h55. Ils arrivèrent à 10h pile. Lucas entra le premier, les épaules basses, le regard fuyant. Puis Sophie, derrière lui, tirait à 4 épingles, mais le visage pâle, presque trop pâle. Elle comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Son regard se posa sur les personnes présentes, sur le notaire, sur le dossier ouvert devant Olivier. Un frisson passa sur son visage. Elle tenta un sourire. « Madeleine, qu'est-ce que… » Je levai la main, un simple geste, mais suffisamment ferme pour la faire taire. « Asseyez-vous. » Elle hésita. Lucas prit place sur le sofa. Sophie finit par s'asseoir, raide comme une statue. Le silence qui suivit fut épais. On entendait même le tic-tac de l'horloge de mon mari sur le mur. Alors, calmement, j'ai dit « J'ai réuni tout le monde ici pour que les choses soient claires, une bonne fois pour toutes. » Sophie croisa les bras. « Très bien. Claire t'a encore monté la tête, je suppose. » Claire se redressa, indignée, mais je posai doucement une main sur son bras. C'était à moi de parler. Je me tournai vers Olivier. « Maître Perrin, vous pouvez commencer. » Il ouvrit son dossier, sortit une feuille et la posa devant lui. Nous allons aborder plusieurs points. D'abord, la situation financière de Madame Royer. Ensuite, la question de la propriété de cette maison. Et enfin, certains enregistrements préoccupants. Sophie blêmit. « Des enregistrements ?» Olivier ne répondit pas. Il se contenta de cliquer sur une petite télécommande. Un haut-parleur posé sur la table s'alluma. Et alors, la pièce entière entendit une voix que je connaissais trop bien, la voix de Sophie. « Dans 3 mois, la maison sera à nous. » Elle décline doucement. « L'évaluation médicale sera bientôt prête. Avec ça, on pourra justifier qu'elle ne peut plus gérer seule. » Un frisson parcourut l'assemblée. Les yeux de mes filles s'arrondirent. Le mari d'Amélie serra les poings. Claire hocha la tête comme pour dire « Je te l'avais dit ». Mais le plus terrible fut le visage de Lucas. Il regardait le sol, les lèvres tremblantes, comme un homme qui découvrait son propre rôle dans une pièce qu'il n'avait jamais voulu jouer. Sophie se précipita en avant. « C'est sorti de son contexte, ce n'est pas ce que vous croyez !» Mais maître Perrin appuya sur un deuxième bouton. Une autre voix en sortit, la sienne encore, plus dure, plus froide. « Cette vieille femme se croit encore chez elle. 3 semaines et elle sera hors des décisions. Après, ce sera plus facile. » Sophie devint livide. « C'est un montage, un montage !»
Olivier leva un sourcil. Madame, l'enregistrement a été authentifié et il a été fait ici, dans cette maison. Le silence retomba, cette fois encore plus lourd. J'ouvris alors mon cahier bleu et en sortis une pile de factures que je déposai sur la table. Voici tout ce que j'ai payé depuis 3 ans, seul, sans aide, sans soutien. Je pris une facture entre mes doigts. Électricité, 214 €. Eau, 82 €. Gaz, 117 €. Internet, 79 €. Taxes, 780 €. Courses, 632 €. Je posais chacune d'elles l'une après l'autre, comme on pose des pierres sur une tombe. Et voici votre contribution, Sophie et Lucas. 0, 0 tous les mois. Lucas releva enfin la tête, ses yeux étaient rouges. « Maman, je levai la main. Pas maintenant. Puis j'attrapais un autre document, le relevé bancaire que j'avais photographié. Et ceci, ce sont vos paiements mensuels, 6 000 € par mois pour une voiture de luxe que vous avez achetée sans rien dire, avec l'argent d'un prêt que vous avez contracté alors que vous viviez ici gratuitement. Sophie ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ses yeux cherchaient Lucas. Il ne la regardait pas. Alors elle se tourna vers moi, la voix tremblante. « Madeleine, on voulait juste que tout soit plus simple. » Je me redressai, lentement. Je sentais la force de toutes les années où j'avais éduqué, consolé, soutenu. Puis j'ai prononcé la phrase que je répétais dans ma tête depuis des jours. « Soit tu me respectes, soit tu quittes ma maison. Il n'y a plus d'entre-deux. » Un souffle traversa la pièce, comme si l'air lui-même retenait sa respiration. Lucas porta une main à son visage. Puis, d'une voix brisée, « Je ne savais pas qu'elle disait ça. » Je le regardais droit dans les yeux. « Tu ne savais pas parce que tu ne voulais pas savoir. » Une larme glissa sur sa joue. Il se tourna vers Sophie. « Tu m'as menti, tu lui as menti, tu m'as fait croire qu'elle exagérait. » Sophie voulut l'attraper par le bras. Il recula. « Je ne peux plus te défendre. » Et pour la première fois en 3 ans, j'ai vu mon fils comme je l'avais connu autrefois, honnête, perdu, humain. Je reposais mes mains sur la table comme une enseignante qui annonce la fin d'un cours difficile. Maintenant, les choses vont changer, à partir d'aujourd'hui. Et dans les yeux de chacun, je vis que plus rien ne serait jamais comme avant. Après la confrontation, la maison devint silencieuse. Un silence presque physique, comme une couche d'air épais où l'on doit pousser pour avancer. Sophie et Lucas étaient montés dans leur chambre et l'on entendait parfois des éclats de voix, retenus, étouffés, comme des disputes qu'on tente de cacher au mur. Je restais dans le salon. Claire rangeait quelques papiers avec Maître Perrin, tandis que mes filles parlaient à voix basse près de la cuisine. Mais moi, je ne bougeais pas. Je regardais simplement le fauteuil vide en face de moi, celui où mon mari avait l'habitude de s'asseoir, comme pour y puiser un peu de force. Après une demi-heure, la porte de l'étage claqua. Des pas rapides dans l'escalier, puis Sophie apparut. Le rouge sur ses joues n'était plus du maquillage. C'était la colère, ou la panique, ou les deux. « Madeleine, il faut parler. » Sa voix tremblait, mais pas de peur, de rage contenue. Je ne répondis pas, je tournai simplement mon visage vers elle. Elle inspira profondément. « Tout ce que vous avez entendu tout à l'heure, c'est faux, c'est une manipulation. Je n'ai jamais voulu vous faire du mal, jamais. Ce sont des phrases sorties de leur contexte. » Je restais immobile. Elle continua, de plus en plus pressée. « Et cette histoire de diagnostic, c'était pour vous aider, parce que vous oubliez des choses, vous mélangez les dates, vous vous trompez dans les factures, dans les prénoms parfois. Lucas l'a remarqué aussi. » Elle se tourna vers lui. Il venait d'apparaître au bas des escaliers, les yeux gonflés. « Dis-lui que tu l'as vu oublier des choses, » lança-t-elle, d'une voix qui cassait légèrement. Lucas déglutit, mais ne parla pas. Alors Sophie avança encore d'un pas, comme une bête blessée qui refuse de perdre. « J'ai tout fait pour cette maison, pour que tu sois en sécurité, Madeleine, mais tu refuses d'admettre que tu as besoin d'aide. Regarde-toi, tu ne sais même plus où tu ranges tes affaires. » Un frisson me parcourut. Je me levai lentement. Et d'une voix calme, presque trop calme, je lui répondis « Tu veux parler de mes affaires déplacées? Très bien, parlons-en. » J'ouvris le tiroir du buffet, sortis ma tablette et l'allumai.
Une vidéo s'afficha, celle enregistrée par la petite caméra que j'avais placée dans la cuisine. Je posai la tablette sur la table basse, face à elle. « Regarde !» Elle blêmit. Sur l'écran, on la voyait très clairement entrer dans la cuisine, regarder autour d'elle, puis prendre mes tasses, mes boîtes de thé, le petit carnet où je notais mes rendez-vous. Elle les déplaçait. De quelques centimètres seulement, mais suffisamment pour que quelqu'un qui n'a jamais connu la confusion puisse croire soudain qu'il perd la mémoire. « Je ne faisais que ranger !» lança-t-elle, la voix aiguë, fausse. Je ne répondis pas. Je lançai une deuxième vidéo. Cette fois, elle prenait mes médicaments du matin, changeait l'ordre des boîtes, les tournait pour cacher les étiquettes, puis souriait en reposant tout. Un sourire satisfait, un sourire cruel. Le genre de sourire qu'on ne voit que lorsqu'on croit être seul. « Tu voulais me faire croire que je devenais confuse, n'est-ce pas ?» demandai-je, toujours calme. Elle secoua la tête encore et encore, comme une enfant prise en faute. « Non, non, ce n'est pas ce que tu crois !» Mais la panique ravageait maintenant ses traits. Lucas, lui, s'était avancé. Il fixait l'écran, pétrifié. Ses épaules s'affaissèrent. Ses lèvres s'ouvrirent sans qu'aucun son n'en sorte. Alors je lançai la troisième vidéo, celle où elle parlait au téléphone. Si elle continue comme ça, ce sera facile. Elle pense déjà qu'elle oublie tout. Cette fois, Sophie recula d'un pas, comme si quelque chose venait de la frapper. « Arrête ça !» cria-t-elle d'une voix étranglée. « Tu veux détruire ma vie !» Je secouai doucement la tête. « Non, Sophie, je veux sauver la mienne. » Elle resta bouche bée. Lucas porta les deux mains à son visage. Et soudain, la digue rompit. Il s'effondra sur le canapé, les épaules secouées de sanglots. De vrais sanglots, ceux qu'on n'arrête pas. Ceux d'un homme qui comprend qu'il a laissé le pire s'installer sous son toit, et dans sa vie, sans rien dire. « Maman, pardonne-moi !» Sa voix se brisa. « Je ne t'ai pas protégée, je n'ai rien vu, j'ai laissé faire, je suis tellement désolée. » Je m'assis près de lui, pas pour le consoler, pour lui offrir quelque chose de plus important. La vérité. Je posai ma main sur la sienne. « Lucas, je ne veux pas que tu me protèges, je veux que tu vois, c'est tout. » Il hocha la tête, les larmes coulant sans retenue. Sophie, elle, recula encore, comme si toute la pièce la rejetait d'un geste unanime. Et dans ce silence cassé par les pleurs de mes fils, je compris que la partie venait de basculer pour de bon. Le masque était tombé, l'épreuve était là, les mensonges se retournaient contre elle. Et moi, je n'étais plus seule à le voir. Un mois passa, un mois étrange, silencieux, presque suspendu dans le temps. La maison, ma maison, paraissait plus grande depuis leur départ, comme si les murs respiraient de nouveau. Les premiers jours, j'ai eu du mal à apprivoiser ce vide. Après 3 ans à vivre dans la tension, le calme absolu ressemblait presque à une absence. Puis, petit à petit, ce calme devint une chaleur douce. Une liberté familière qui revenait vers moi comme un chat perdu, retrouvant enfin son foyer. Je me suis remise à ouvrir les volets tôt le matin, comme avant. La lumière baignait le salon, et j'ai entrepris de remettre l'endroit en ordre. J'ai sorti les vieux meubles de la cave, ceux qui portaient encore la marque des doigts de mon mari, les rayures de nos enfants, l'histoire de notre vie. J'ai décroché les tableaux abstraits que Sophie avait imposés et j'ai remis au mur les aquarelles que j'aimais tant. L'air avait changé, tout me semblait plus vrai, plus honnête. Dans le jardin, les rosiers de mon mari recommençaient à fleurir. Je passais plus de temps avec eux, agenouillée dans la terre, mes mains plongées dans l'odeur humide et rassurante du printemps. C'était comme s'il savait, comme s'il respirait pour moi aussi. Claire venait souvent, avec une tarte ou des fleurs, ou simplement son rire profond qui remplissait la cuisine comme une vieille chanson. Elle disait toujours la même chose en entrant. Ça fait du bien de retrouver cette maison vivante. Mes filles aussi venaient plus souvent. Amélie et Charlotte s'installaient autour de la table, leurs enfants courant partout, laissant des traces de vie que je n'avais pas entendues depuis longtemps. Les dimanches redevenaient ce qu'ils avaient été autrefois, bruyants, doux, chaotiques, chaleureux. Quant à Lucas, il avait déménagé dans un petit appartement à l'autre bout de la ville. Il m'appelait toutes les semaines. Sa voix était toujours un peu hésitante, comme celle d'un garçon qui apprend à marcher sur un sol qu'il croyait connaître. Il m'a dit qu'il avait commencé une thérapie familiale, pour comprendre, pour réparer. Je l'ai écouté en silence. Je ne lui ai pas promis que tout redeviendrait comme avant.
Mais je ne lui ai pas fermé la porte non plus. La reconstruction prend du temps, je le sais mieux que personne. Et Sophie? Elle est partie quelques jours après la confrontation, sans un mot, sans un regard, juste une lettre laissée sur la table de la cuisine. Une lettre courte, glaciale, écrite d'une écriture trop parfaite. Je suis désolée pour ce qui s'est passé. Trop de choses ont dérapé. Je te souhaite le meilleur, Sophie. Je l'ai lue une seule fois, puis je l'ai rangée dans un tiroir que je n'ouvre jamais. Je ne garde pas cette lettre pour me souvenir d'elle, je la garde pour me souvenir de moi. De la femme qui a survécu, qui s'est relevée, qui a repris sa maison, sa voix et sa dignité. Aujourd'hui, je me tiens dans mon jardin, le soleil couchant glissant sur mes épaules. Le vent léger fait danser les pétales roses des rosiers et, pour la première fois depuis longtemps, je me sens exactement là où je dois être, chez moi. Aujourd'hui, je suis assise dans ma cuisine, une tasse de thé chaud entre les mains. La maison est calme, pas le calme qui étouffe, le calme qui apaise. Je repense à ce que j'ai vécu ces dernières années, à ce cadenas sur mon réfrigérateur, à cette peur silencieuse que l'on m'enlève peu à peu ma place, ma voix, ma mémoire. Et je repense aussi au jour où j'ai décidé que cela suffisait, le jour où j'ai choisi de ne plus me laisser effacer. Je ne raconte pas cette histoire pour raviver de vieilles blessures, ni pour pointer du doigt, ni pour me plaindre. Je la raconte parce que je sais que je ne suis pas la seule. Je sais qu'il existe tant de femmes, des mères, des grands-mères, des tantes, qui vivent la même chose dans leur propre maison, dans leur propre vie. Des femmes qui se sentent devenues trop petites, trop encombrantes, trop en trop. À vous qui m'écoutez, vous n'êtes pas seul. Vous avez le droit d'être respecté, le droit de dire non, le droit de poser des limites, le droit d'exister pleinement, à n'importe quel âge. Si mon histoire vous touche, si elle résonne quelque part en vous, alors je vous invite à me le dire dans les commentaires. Dites-moi où vous m'écoutez, dites-moi ce que vous traversez, partagez votre histoire, votre vérité, parce que nos voix comptent, nos expériences comptent, et tant que quelqu'un les raconte, personne ne pourra jamais nous faire disparaître. Si cette histoire vous a apporté un peu de force, si elle vous a rappelé votre propre valeur, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et continuez de regarder ces histoires vraies, ces fragments de vie de femmes qui, un jour, ont décidé de se relever.